Une France paralysée pendant des semaines, des millions de manifestants dans les rues, un gouvernement qui finit par reculer. Le scénario de 1995 peut-il se répéter en 2018? Cette semaine, les syndicats se réuniront pour décider s'ils appellent à un grand mouvement national. La CGT, qui a fait des contre-propositions cette semaine, fait planer la menace d'une grève dure si le gouvernement ne revoit pas sa copie. La grève est inévitable si le gouvernement reste dans sa logique d'écouter mais de maintenir le cap de ses propositions sans tenir compte de ce que nous pouvons avancer. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on ira de la confrontation des idées démocratiques au rapport de force social. Nous nous attendons à une très très forte participation le 22 mars. D'ailleurs, l'unanimité des organisations syndicales sur l'appel, qui est désormais confirmé, traduit cette on va dire, appréciation positive des cheminots, donc très forte mobilisation. Ensuite, très gros mécontentement dans l'entreprise que l'on détecte depuis plus d'1 an et demi. Est-ce que ça se traduira en mobilisation autre que par la manifestation? Ça, on le verra. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une vraie colère des cheminots dans cette entreprise, y compris au niveau de l'encadrement, ce qui est assez nouveau. Alors comment on peut s'exprimer cette colère des cheminots? On en parle dans un instant avec Bernard Vivier. Bonjour, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste des mouvements sociaux. Avec nous aussi Jean-François Madieu, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sociologue, spécialiste donc des relations sociales du travail et puis directeur de l'Observatoire des discriminations. Donc on va voir si le scénario de 1995 peut se répéter, si le contexte politique et syndical est le même ou carrément différent. Mais tout de suite, voyons quand même ce qui fâche les syndicats. Ce qui fâche les syndicats, c'est cette réforme de la SNCF. Et il y a plusieurs points qu'ils contestent. C'est la fin du statut de cheminot, les efforts qui sont demandés sur la dette, une dette qui est de 46 milliards d'euros. Ils ne veulent pas non plus de la transformation de la SNCF en société anonyme. Et bien sûr, ce qui les choque, c'est la volonté du gouvernement d'aller vite avec ce recours aux ordonnances. Malgré tout, Emmanuel Macron, lui, dit rien ne va plus à la SNCF. On l'a vu notamment avec les problèmes à répétition à la gare Montparnasse. On le voit avec cette dette. Est-ce qu'il y a urgence à agir ? Oui, il y a urgence à agir et parce que vous venez de le dire, ça se résume en un chiffre, une dette de 46 milliards d'euros. Rapportée à chaque Français, ça fait à peu près 700 euros. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça en déficit, dont il faut combler le trou. 3 milliards d'euros de déficit chaque année supplémentaire. Et ça, c'est le regard négatif de la SNCF. Mais le regard positif de la SNCF, c'est ce qui va lui arriver, et de façon assurée, dans 3 ans, quand le rail va être ouvert à la concurrence européenne. C'est-à-dire la possibilité pour la SNCF de prendre des parts de marché, de se développer à l'international, en même temps que de savoir résister dans les régions, sur les grandes lignes, à une concurrence européenne. Mais ce que disent les syndicats, ils disent qu'il y a d'autres possibilités. Ils ont d'ailleurs fait des contre-propositions. On va les voir, ces contre-propositions des syndicats et notamment de la CGT. Vous les voyez donc s'afficher sur l'écran. Eux, ils veulent la relance du trafic de marchandises, que la dette soit reprise par l'État, retour à une entreprise unique, amélioration du statut. Est-ce qu'ils peuvent, Jean-François Amadieu, ça paraît quand même assez technique tout ça, mobiliser les Français sur ces points-là? Non, c'est sûr que ça passionne pas les foules. De toute façon, le statut des cheminots, leur régime de retraite, tout ce qui leur arrive, il faut savoir que c'est pas populaire auprès des Français. On le sait déjà depuis quelques années, ça a été confirmé par des sondages récents. Donc effectivement, on se souvient quand il y avait eu des mobilisations sur la réforme du statut il y a quelques temps. D'ailleurs, ça avait peu mobilisé la SNCF, mais les Français ne suivent pas, ne sont pas intéressés. Donc effectivement, tout ça a un caractère un peu technique. Alors je voudrais quand même dire que lorsque on prend argument du fait qu'il y a des accidents ou des problèmes à Montparnasse ou ailleurs, c'est pas lié au statut des cheminots. Donc il faut, de même d'ailleurs qu'une bonne partie de la dette ne s'explique pas par le coût du statut. Donc le statut a un coût, il introduit des rigidités, mais comme c'était bien précisé d'ailleurs dans les diapositives que dans vos documents, en fait, on peut faire évoluer un statut. On peut faire évoluer les conditions du personnel. Ça a été fait dans beaucoup d'entreprises publiques. On peut le négocier. Donc, si vous voulez, on a déjà commencé à le faire, par exemple, avec la réforme de 2007-2008 sur les régimes spéciaux. Donc, on peut très bien faire évoluer
les coûts de main-d'œuvre et le coût des retraites des personnels de la SNCF. Ça a été fait à la Poste, à France Télécom, à beaucoup d'endroits, beaucoup d'entreprises publiques au fond, où le monde de la fonction publique a pu changer de statut, y compris passer au statut de société anonyme, sans que ce soit forcément impossible. Mais les gouvernements successifs, quand même, ont eu du mal à réformer ce statut. On va voir les principaux points du statut de cheminot. Un statut dont les seules retraites coûtent quelques milliards d'euros à l'État. Est-ce que ce n'est pas quand même la mission quasi impossible de le réformer ? Ce n'est pas une mission quasi impossible dans la mesure où le climat a changé entre organisations syndicales et gouvernement. Vous venez de dire les syndicats n'ont pas pu ou n'ont pas su, ils n'ont pas voulu non plus également. Mais il faut dire à leur décharge, on parle des gouvernements précédents, que les relations sociales ne le permettaient guère. Aujourd'hui, il y a une maturation. Et à l'exception de la CGT et de Sudrail, les autres organisations syndicales comprennent au moins le principe de cette évolution. Et du principe à la réalité, évidemment, c'est tout l'enjeu des discussions aujourd'hui. Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, l'a dit. La concertation est ouverte, il peut se passer beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses. Un des points sensibles que la CGT pointe avec raison, c'est qui va payer ces 46 milliards. Est-ce que la dette va être reprise par l'État? Si elle n'est pas reprise par l'État, elle sera par l'usager, par le client. C'est ce qui s'est passé d'une certaine façon au Royaume-Uni. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à 1995 d'un point de vue du contexte syndical? C'est sûr que si on regarde les chiffres de la CGT, on voit que la CGT aujourd'hui c'est un bastion menacé. La CGT donc qui a perdu pas mal de son audience. Elle représente en 2018 34% des vols à la SNCF contre 46% en 1995. Mais en 1995, la CGT aussi était affaiblie. Elle avait justement profité des grèves de 1995 pour se refaire une santé. Est-ce que c'est pas le coup qu'elle tente aujourd'hui ? Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que la CGT a été affaiblie, mais enfin, entre-temps, Sudrail s'est implanté. Au total, il faut quand même se rappeler que la CGT et Sud continuent à être majoritaires et jouent un rôle important. Alors, comme Bernard Vivier le disait très bien, évidemment, ce qui a aussi changé par rapport à 1995, c'est que le camp réformiste s'est un peu renforcé, en particulier l'UNSA, qui, on le sait, à la RATP et à la SNCF et dans les fonctions publiques, joue un rôle important, un peu pivot, si vous voulez, et qui est capable de faire basculer l'issue d'un conflit. On le sait, c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises. Donc l'UNSA, en particulier la SNCF, qui est la deuxième organisation, peut parfaitement, moyennant quelques concessions, ne pas mobiliser et empêcher finalement un blocage complet. Alors par rapport à 95, ce qui a changé, c'est qu'en 95, il y avait beaucoup d'annonces en même temps. Là, elles sont par Alain Juppé. Elles sont un peu plus étalées. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est que oui, il voulait tout réformer, la sécurité sociale, les retraites, etc. Tout faire en même temps, c'est quand même difficile. Deuxièmement, il y a une différence importante, c'est que le président de la République avait, dans sa campagne, annoncé un certain nombre de choses. Alors qu'il faut se souvenir que la campagne de Jacques Chirac n'était pas la même. Et pendant toute la campagne de Jacques Chirac... Une campagne sur la fracture sociale. Bien sûr, et c'était toute une campagne, au fond, que des militants syndicalistes de Force ouvrière n'auraient pas désavoué. C'est qu'au fond, on allait, je résume, c'était une campagne de gauche et on allait raser gratis. C'est un peu caricatural de le dire, mais c'était un peu ça. Et du coup, dès l'automne, et quand arrive l'automne, peu après l'élection de Jacques Chirac, d'un seul coup, Alain Juppé annonce que finalement, beaucoup de concessions, il va falloir faire beaucoup de concessions et les temps vont être durs. Alors ça, c'est quand même une partie de l'histoire. Donc vous l'évoquez, le contexte syndical, le contexte politique aussi est différent. D'ailleurs, Emmanuel Macron tente tout de suite de déminer le terrain. On va le voir. D'ailleurs, il a dit qu'on n'abandonnerait pas, qu'il n'y aurait pas de suppression des petites lignes. Donc voilà, ça c'est quand même un point important. Il dit aussi qu'il n'y a pas de privatisation, même si l'entreprise va devenir une société anonyme, et ça on pourrait en débattre, c'est peut-être l'ouverture future à une privatisation. Mais pour le moment, ça fait partie des promesses. Donc c'est une véritable stratégie de la part d'Emmanuel Macron de jouer finalement les cheminots, dont le statut apparaît un peu être un statut privilégié par rapport aux autres Français ? N'utilisons pas le mot privilège. Ce statut a été accordé aux cheminots il y a longtemps. Il remonte même avant 1937. Le régime de retraite des cheminots remonte à 1909. Donc ça n'a rien à voir avec le Front populaire. Toute entreprise peut attribuer à ses salariés un certain nombre d'avantages collectifs. L'essentiel, c'est qu'elle soit performante. Or, la SNCF ne l'est pas. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, met en place un certain nombre de mesures. Il y a des curseurs qui vont se régler. Non, il n'y aura pas privatisation. Mais il y a, et c'est un des points essentiels de la réforme, changement de statut. Aujourd'hui, c'est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire en fait, quand il y a dette, c'est l'État qui paye. Et dans le cas d'une société
autre, une société, désormais, eh bien, l'entreprise devra être rentable. Ce n'est pas un gros mot d'être rentable. Il peut y avoir des aides publiques et l'État va vraisemblablement avoir une part majoritaire dans le capital. Alors Emmanuel Macron ne fait pas tout en même temps, mais quand même il veut aller vite. Le calendrier est serré et surtout les réformes sont très rapprochées. Donc est-ce qu'il démine vraiment le terrain? Non, le problème principal, c'est qu'on a reporté ce qui a été décidé. C'est pour le moment, ce qui est plutôt malin, appliquer la réforme du statut ou l'abandon du statut pour les jeunes recrutés. Ça peut être acceptable. On voit bien qu'il y a des marges. 10%. Oui, non, mais enfin tout ça, pour le moment, ça peut passer. Le vrai problème, de mon point de vue, c'est l'automne. Quand on va s'attaquer vraiment, ou l'année prochaine, quand on va vraiment s'attaquer à tous les régimes de retraite en même temps, puisqu'on a décidé, bizarrement, de traiter en même temps les retraites de la fonction publique et celles de la SNCF ou des entreprises à statut. Alors ça... Et c'est là que ça pourrait être un petit peu plus chaud pour le gouvernement? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que là, vous ouvrez un fonds sur une réforme de l'ensemble des retraites qui va être très désavantageuse pour des fonctionnaires, déjà très mécontents de ce qui leur arrive en ce moment. Un petit mot avant les questions des téléspectateurs. Oui, et là c'est important parce que Emmanuel Macron a un capital électoral considérable. Il a pour l'instant pulvérisé son opposition politique et marabouté les syndicats. Ça ne va pas durer des années. Ça ne va pas durer encore 4 ans. Ce qui veut dire que le président de la République doit être très attentif à ne pas étouffer, écraser, marginaliser, cornériser les organisations syndicales parce qu'elles jouent un rôle de régulation dans la société aux côtés, en complément de la régulation politique. On poursuit nos échanges avec les questions des téléspectateurs. On va découvrir la première question. En quoi supprimer le statut de cheminot fera-t-il arriver les trains à l'heure? Référence à ce qu'on disait tout à l'heure, les problèmes à répétition. C'est une question dont les deux éléments n'ont pas de lien de cause à effet. C'est pas effectivement en supprimant le statut des cheminots qu'on fait arriver les trains à l'heure. C'est en modernisant la SNCF, c'est en donnant de la capacité au personnel à être beaucoup plus polyvalent. Aujourd'hui, il y a un corporatisme très fort à l'intérieur de la SNCF. C'est de faire de la SNCF une société, comme son nom l'indique depuis 1938, c'est-à-dire une vraie entreprise dynamique, respectueuse des avantages accordés dans le passé, mais qui sait faire évoluer. C'est plus Jean Gabin aujourd'hui qui conduit la locomotive. On a Ouigo, c'est pas la même période. Ça y est, la SNCF c'est une partie de notre cœur français. C'est important. Avant-guerre, il y avait 500 000 cheminots, il y en a 140 000 aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas ce côté affectif et que nous aimons. C'est un élément de l'aménagement du territoire aussi très important, d'où les petites lignes, mais il faut que ça se modernise. Deuxième question que l'on va découvrir sur cet écran. Les syndicats ont-ils le droit de paralyser le pays? Pourquoi ne pas réformer le droit de grève? Il l'a été en partie à la SNCF, avec la loi sur le service minimum, qui les oblige à se déclarer 2 jours avant. Oui, c'est ça. Alors, on parle toujours de loi sur le service minimum. Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de service minimum en France. Et tout ce qui existe, c'est l'obligation de se déclarer préalablement et puis surtout de déclencher des alarmes avant, pour discuter avant. Donc ça, c'est très bien. Mais si une grève est très suivie à la SNCF, eh bien, les trains s'arrêteront de rouler. Donc ça, là-dessus, il faut quand même le rappeler. Maintenant, les Français sont attachés au droit de grève. Évidemment, ils n'apprécient pas d'être gênés, en particulier en région parisienne, quand ils sont usagers des transports, et c'est vrai que les grèves SNCF les gênent, mais les Français sont attachés à la grève. Et je voudrais rappeler que les Français aussi, ça c'est une constante, en dehors du cas de la SNCF qui est particulier, les Français soutiennent toujours massivement, jusqu'à 80-90%, n'importe quelle grève ou manifestation. Pour les grèves nationales, c'est autour des 3/4 aussi, 2/3 des Français. Donc attention, il faut toujours conserver à l'esprit que dans le patrimoine français, dans ce qui nous définit, il y a à la fois la contestation et puis l'attachement à la grève, à la manifestation et au syndicalisme. Il faut quand même toujours s'en souvenir. Allez, une dernière question. C'est une question de Nicolas Biron. En Allemagne et au Royaume-Uni, les prix des billets sont plus chers. Alors, est-ce qu'avec la réforme à la SNCF, les prix vont augmenter à la SNCF? Grosse inquiétude quand même. Oui, question intéressante. Au Royaume-Uni, la privatisation a fait que c'est le client, l'usager qui a payé. En France, nous avons un système qui fait que c'est le contribuable qui paye. Et on en est là. 46 milliards de dettes. Qui c'est 46 milliards? C'est nous, c'est vous, c'est nous. 700 € par personne aujourd'hui. Donc, il va bien falloir organiser. Qui va pouvoir payer? D'abord, des efforts de rationalisation pour que cette entreprise soit plus performante et plus rentable. Et répétons-le, c'est pas un gros mot. 2, les régions qui ont aujourd'hui des moyens. 3, l'État. Et 4, le client, le voyageur. Appelons-le le voyageur, c'est un joli mot.
Merci beaucoup Bernard Vivier, merci beaucoup Jean-François Amadieu d'être venu sur le plateau de Priorité au décryptage. Vous restez avec nous dans un instant, la deuxième partie donc, de l'émission, avec au menu à une demi-heure du discours de Marine Le Pen devant les militants. Un discours qui sera bien sûr à suivre sur BFM TV. Des questions sur son avenir et celui du parti. A tout de suite.